Merci beaucoup. Donc j'ai la lourde charge, effectivement, d'inaugurer ce cycle de conférences sur les repas et les pratiques alimentaires. Pratiques alimentaires extraordinairement variées et d'une richesse surprenante. Donc dans les conférences qui vont suivre, vous aurez des détails précis sur cette richesse et cette diversité. Moi, je vais plus particulièrement vous parler des repas. Mais avant d'introduire ce thème qui est le mien, j'aimerais dire un ou deux petits mots qui sont également dans une partie de mon livre sur les pratiques alimentaires et sur le questionnement à propos des pratiques alimentaires aujourd'hui. Parce que pratique alimentaire, c'est l'individu face à sa consommation alimentaire et cela est relativement distinct souvent de la dynamique des repas dont je vais traiter. Alors, quelques mots très rapides sur les pratiques alimentaires. Comment faire pour résumer? J'ai envie de prendre cet exemple, de partir de cette thèse. Astérix ne dit pas toute la vérité. Il y a des erreurs historiques dans Astérix. Les Gaulois appréciaient assez fort le sanglier, ça c'est vrai, mais ils préféraient les chiens. Pas comme animaux de compagnie, je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est Idéfix, je crois. Ouais. Non, alors, ça fait un certain choc quand on découvre cela. Comme cela fait un certain choc de découvrir que dans certaines cultures, aujourd'hui, à travers le monde, notamment en Asie, on mange du chien, mais dans certains pays loin de nous, ou pas si loin de chez nous, il suffit de traverser la Manche, nos étranges pratiques alimentaires, par exemple, par rapport aux grenouilles, va provoquer la même incompréhension et le même dégoût. Alors, on pourrait s'amuser, et je crois qu'il y a certains conférenciers, je pense à Christian Boudan notamment, qui vous détailleront cette diversité extraordinaire des références, des évidences, des croyances alimentaires à travers le monde. Qu'est-ce que ça nous dit simplement? Ça nous dit que les systèmes alimentaires, la construction des systèmes alimentaires a été à l'origine des sociétés. Et la religion également a été à l'origine de la construction de la société. Les premières définitions des systèmes alimentaires étaient profondément religieux, avec un listage, une catégorisation des aliments en deux catégories, je dirais, dans la plupart des sociétés, des civilisations. Les aliments purs, que l'on pouvait manger, et les aliments impurs, avec simplement le fait que ces classements étaient différents d'une religion à l'autre, d'une culture à l'autre. Alors aujourd'hui, il nous en reste encore des traces extrêmement profondes qui expliquent la variété des goûts. Le goût, on a l'impression que ça renvoie au plaisir personnel. C'est une mutation de la société d'aujourd'hui. Mais ce plaisir s'inscrit dans cette longue histoire qui a cette origine religieuse. Et puis, je bondis allègrement à travers les siècles. J'espère qu'il n'y a pas trop d'historiens dans la salle, parce que mon propos sera nécessairement un peu schématique. Depuis 2 ou 3 siècles, la science a remplacé la religion dans le classement social des aliments. Pour dire non plus la place du pur et de l'impur, mais du bon et du mauvais, et surtout du sain et du malsain du point de vue de la science. En apparence, un peu le même classement, mais un classement qui varie parce que la science bouge. Et quand on fait, j'ai juste fait ça en quelques lignes, en quelques pages, mais ça serait intéressant de faire tout un panorama tout au long d'un livre décrivant les différentes prescriptions scientifiques à travers l'histoire, notamment à travers l'histoire du 19e siècle, notamment on serait, du 19e et du 20e, on serait très surpris des conseils, notamment médicaux, qui ont été édictés. Par exemple, je prends cet exemple, à la fin du 19e siècle, le grand conseil, c'est de manger gras et sucré.
Hein, ce qui se comprend d'ailleurs. Hein. C'est une époque de famine où certaines personnes mangent insuffisamment à leur faim. Et donc il y a le constat que la graisse et le sucre donnent de l'énergie. C'est un constat scientifiquement positif et prouvé. Mais la science, c'est toujours partiel. La découverte qu'elle fait est toujours partielle. C'est toujours une réfutation des hypothèses précédentes. Et cette vérité qu'elle découvre, elle est toujours non seulement partielle, mais provisoire. Et c'est pour ça que les conseils scientifiques concernant l'alimentation ne cessent de changer à propos dans le cours de l'histoire et sont proférés de manière contradictoire entre différents scientifiques, ce qui est normal. Comme je l'ai dit, la science avance par réfutation des hypothèses. Mais pour le consommateur d'aujourd'hui, la différence est très grande par rapport aux consignes de la religion des premières sociétés. Le rêve serait que la science édicte une vérité absolue, mais ce n'est pas possible. Le professeur X dit ceci, et puis le professeur Y dit le contraire. Mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans? C'est pas très sérieux finalement, la science. Et paradoxalement, plus la pensée scientifique se développe, plus la pensée scientifique inonde la société, plus elle influence les comportements quotidiens de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est devenu un petit peu un scientifique par rapport à sa vie quotidienne. Tous les domaines de la vie quotidienne sont soumis au questionnement personnel alimenté par l'information fournie par la société de l'information, les médias s'alimentant eux-mêmes aux scientifiques. Mais plus ce processus se développe, qu'un certain nombre de chercheurs, je pense à Anthony Giddens en Angleterre ou à Ulrich Beck en Allemagne, appellent la réflexivité. Nous sommes en réflexion par rapport à nous-mêmes et en reflet, il y a la même racine, il y a les deux racines dans le même terme, en reflet par rapport à notre propre existence. Plus cette réflexivité se développe, plus nous avons besoin du contraire, d'évidence, de croyances, d'idées simples pour guider nos comportements, parce qu'on ne peut pas se poser des questions à chaque instant. C'est souvent la quête permanente, se décharger la tête, essayer de ne pas aller au-delà des enjeux que l'on sent dans tous les choix qu'on va avoir à faire. Je vais y revenir longuement à propos des repas, du travail par exemple du cuisinier, qui le plus souvent est une cuisinière, j'espère que j'aurai le temps d'y revenir aussi, et qui parfois le soir, au moment de préparer le repas, ne sait pas ce qu'elle va faire à cause de ce questionnement, et aussi à cause d'autres types de questionnements, parce que même si elle rentre dans le domaine du plaisir et des goûts, le plaisir des uns ne sera pas le plaisir des autres. Et cette pauvre cuisinière, à ce moment-là, un petit peu désemparée, ne dit pas « aidez-moi, je ne trouve pas d'idée ». Elle pose la question de l'amour, du désir. « Qu'est-ce que vous avez envie de manger ce soir ?» Et elle entend cette réponse catastrophique pour elle, ce que tu veux, qui en plus d'ailleurs est un mensonge. Parce que si elle fait vraiment ce qu'elle veut, n'importe quoi, elle va avoir droit à des remarques négatives. Enfin bref, je commence ma parenthèse trop vite sur les repas. Questionnement incessant qui implique le développement. Ça, c'est très étrange. Au cœur de la société d'aujourd'hui, marquée par le développement de la rationalité et de la réflexivité, on voit le développement d'un type de pensée, pour certains aspects spirituels et pour d'autres aspects magiques. Et dans l'alimentation, c'est vraiment la pensée de type magique, comme dans les premières sociétés, mais une pensée magique de type très moderne qui se développe. Parce qu'il nous faut des repères pour l'action. Donc, d'un seul coup, par exemple, on va croire au dieu pamplemousse. On va isoler un fait, une information, un aliment. Le pamplemousse, c'est bon pour la santé. Je l'ai lu dans un journal. Et j'oublie tout le reste. Je mets à part cette information pour construire ma croyance, mon évidence, qui va me permettre de développer un comportement clair et cohérent. Alors je me suis amusé comme cela
en questionnant les gens, à déconstruire un petit peu leur pensée magique, ce qui les agaçait profondément, parce qu'ils n'avaient pas envie de rentrer dans cette réflexion. Je pense à Prune, par exemple. Les prénoms de mes personnages, les personnages sont bien réels, les prénoms sont fictifs pour garantir un petit peu l'anonymat, même si l'alimentation ne paraît pas un sujet si intime que ça, quoique ça révèle quand même beaucoup de choses. Donc Prune, elle a conscience de manger assez gras. Et elle ne se sent pas très à l'aise face à moi parce que, alors que dans l'ordinaire de sa vie, ça ne lui pose pas trop problème, là, elle sent le regard critique sur elle-même. Et d'un seul coup, elle se défend et elle dit oui, mais la saucisse que j'achète, elle est naturelle. Naturel, mot absolument magique, en lui-même. Qu'est-ce que le naturel? Ça, voilà, c'est une autre question. Il y a plein de mots magiques comme ça. Il y a aussi le mot petit. Ça paraît bizarre, pourtant petit. Hein. Une femme, là, dans mon enquête, elle fait le tour du marché pour trouver le producteur qui a le plus petit nombre d'œufs, hein, pour acheter ses œufs au plus petit producteur. Quoi, hein. Donc petit, c'est bien. C'est toujours un classement bien, pas bien. Ça renvoie à pur, impur, hein. Bon, pas bon. Et on isole comme ça, on classe. Donc Prune me dit, ma saucisse, elle est naturelle. Donc elle a envie que j'arrête avec mes questions. Mais je n'arrête pas avec mes questions. Et je découvre que je lui demande simplement, mais en quoi elle est naturelle, cette saucisse? Elle dit, je l'achète chez mon boucher. On descend déjà d'un cran. Et en enquêtant un peu, je découvre que le boucher est habillé en boucher, mais il tient en fait un rayon dans un hypermarché. Et chacun a envie, manipule un peu ses arguments parce qu'il a envie d'être tranquille, il n'a pas envie de creuser. Et dans tous les cas que j'ai analysés, c'était la même chose. Je vois Hortense. Alors Hortense, elle aussi, elle va sur le marché, elle fait le tour de la ville. C'est une ville moyenne, importante, de métropole régionale, c'est Rennes en l'occurrence, plus de 200 000 habitants. Elle fait le tour de la ville pour aller acheter son poulet chez un producteur bio. Et elle revient chez elle, elle cuit son poulet et le prépare accompagné de haricots verts en conserve. Chacun son système. Oh, qu'est-ce que j'ai pu voir comme système? Je pensais que tout le monde mangeait un petit peu de la même manière, mais j'ai vécu un voyage exotique. Hein. À chaque fois que je frappais à une porte, je me disais, mais qu'est-ce que je vais encore découvrir? Maïté, par exemple, famille sandwich. Chez Maïté, tout le monde, encore une fois c'est un nom d'emprunt, hein, que j'ai, un nom fictif, hein. Chez Maïté, tout le monde mange debout devant le frigo, chacun à son heure, et tout le monde mange sandwich au jambon toute la semaine. Mais comme dit Maïté, on adore le jambon. Hein, heureusement, il y a des stocks absolument considérables, mais vous avez aussi... Vous avez Amandine, la pauvre Amandine, qui adore la cuisine. Pour elle, j'espère que j'aurai le temps d'en parler, elle rêverait de s'inscrire dans la passion. Dans cette société de la réflexivité froide qui recherche le sens, on voit se développer une pensée de type magique, des croyances, mais on a besoin aussi de passion pour recoller les morceaux du sens. Même des petites passions, ça fait rien. Et la cuisine, ça peut être parmi ces passions-là. Donc Amandine, elle serait prête à se donner par amour pour la passion cuisine. Et là, c'est la patte publique. Ces deux grands-fils, ils mangent sur leur plateau repas face à la télé. Alors c'est poulet ou poisson pané ou pizza, toujours avec ketchup et mayonnaise. Mayonnaise aussi sur la pizza. Hein. Et c'est tous les repas assis, chacun son système, faut pas juger. Mais elle fait ses petits plats pour elle et sa fille. Elle a quand même un soutien avec sa fille. Et son mari, lui, il a des lubies comme ça, il a des désirs vagabonds. Alors pendant le temps de l'enquête, il est dans le régime crétois. Il souhaiterait qu'elle lui fasse des escargots, parce que dans le régime crétois, des escargots naturels, donc il faudrait qu'elle aille chercher les escargots, etc. Donc là, Donc un véritable voyage exotique, mais là encore, je me suis égaré. Donc je reviens à Hortense. J'espère que vous arrivez à suivre pour la traduction, parce que je fais toujours comme ça des petits voyages.
Hortense, poulet bio, plus haricots verts en conserve. Alors je lui dis, moi je ne suis pas choqué, j'essaie de ne jamais être choqué, de rentrer dans le monde de la personne. Même chez Maïté, je ne dis pas quand même, votre sandwich au jambon. Non, j'essaie de comprendre. Et quand on rentre dans son histoire, en fait, on comprend. Il y a une véritable logique. Mais Hortense, les haricots verts, en fait, le problème, c'est les haricots verts, voilà, quand même, en conserve. Je lui dis, très gentiment quand même, je lui dis, comme vous faites le tour de la ville pour aller chercher du poulet bio, pourquoi quand même vous accompagnez avec des haricots verts en conserve? Ah, elle me dit, mais les conserves, attention, je ne fais jamais de surgelé. Jamais de surgelé. Ah non. En fait, c'est pas très vrai. Plus tard, je vais découvrir, elle fait du poisson surgelé, quoi. Bon, mais jamais de surgelé pour les légumes. Elle dit, mais les conserves, il y en a des bonnes. Mais pas n'importe lesquelles. Pas les conserves en tôle, les conserves en bocaux. Je dis, bon. Et plus tard, je comprends qu'avant, elle avait une maison avec un grand jardin, un potager, où elle cultivait les haricots et où elle faisait ses bocaux de haricots pour l'hiver. Elle avait pris le goût, je dirais, de ces haricots en bocaux et en même temps un goût associé à l'idée du bon qui était fait de ses propres mains, qui était fait en famille. Et elle est restée dans cette pratique et elle a associé les idées, elle les a tordues comme elle pouvait pour qu'elles correspondent à son évidence de l'instant. Donc voilà, j'ai déjà été trop bavard sur ce petit voyage à travers l'alimentation et le désarroi de l'individu d'aujourd'hui qui ne sait plus où il en est exactement de sa vérité, parce que la vérité est changeante et il est bombardé sans cesse par une information, en plus une information spectacle, où d'un seul coup on vous bombarde de nouvelles thèses. Oméga 3, puis juste après oméga 6. Hein. Bien combiner les oméga 3 et les oméga 6. Hein. Alors bientôt, il va falloir aller à l'hypermarché avec sa calculette, hein, parce que ça devient extrêmement compliqué. Puis il n'y a pas que le cerveau pour manger. Il y a le désir, il y a les envies. Mais derrière le désir, il y a la question de la ligne, etc. Quel choix je vais faire? Charge mentale. Charge mentale. Et charge mentale encore plus forte parce que parfois l'on s'alimente individuellement. C'est la tendance principale d'évolution. Le développement de l'individualisation des pratiques alimentaires, de l'individu picoreur et un petit peu léger. Quand j'avais fait mon enquête sur les femmes célibataires, j'avais noté que c'était un des grands plaisirs de la vie en solo, d'être libéré de la discipline des repas et de la contrainte de la préparation de la cuisine pour la famille. La sortie du rôle traditionnel de la cuisinière associée à sa cuisinière, le rôle de la femme avec l'objet cuisinière. Aujourd'hui, l'objet central dans la cuisine, ce n'est plus la cuisinière, c'est le frigo. C'est le frigo qui permet à chaque convive d'ouvrir la porte, de se servir, d'improviser son repas. Et donc chez les célibataires, chez les femmes célibataires, c'était une vraie griserie, un plaisir en forme de revanche sur des années et des siècles de subordination, d'affectation à un rôle subordonné de cuisinière préparant les repas. Je me rappelle de cette femme, par exemple, qui avait inventé un petit jeu. Elle s'amusait à ne pas savoir ce qu'il y avait dans son frigo le soir. Et souvent, il n'y avait presque rien. Et elle ouvrait et elle rigolait comme tout parce que c'était la preuve de la légèreté existentielle qui était la sienne actuellement. En fait, en dehors du frigo, il y avait quand même des belles réserves de chocolat et elle pouvait craquer d'un seul coup sur le chocolat. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, cet individu, de plus en plus délié, y compris quand il vit en famille. Dans la famille, le repas du midi et pas toujours pris ensemble parce qu'on est à droite ou à gauche dans des collectivités diverses, les enfants à l'école, etc. Donc on va manger avec d'autres groupes ou tout seul avec un sandwich. Et puis il y a le matin, le petit déjeuner.
Alors le petit déjeuner, souvent, on pourrait le prendre ensemble. Et la réalité m'oblige à dire que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Parce qu'on aimerait bien être avec l'autre, avec les autres. Mais il y a un plus important encore. Il y a plus fort que ça, c'est la nécessité d'être avec soi-même. D'abord, être avec l'autre, avec les autres, c'est pas toujours facile, parce que l'autre est différent. L'autre a d'autres goûts, d'autres rythmes. Je prépare un livre, ça va être mon prochain livre en janvier, sur les petits agacements dans le couple. Et on retrouve énormément d'agacements autour de la table, par exemple, parce que l'autre est différent dans ses manières, dans ses rythmes. Et par rapport au petit déjeuner, par exemple, il y a des heures d'éveil qui sont différentes, liées au travail, aux obligations, mais des fois liées aux habitudes personnelles. Il y a des lève-tôt et des lève-tard. Il y a surtout des rythmes d'éveil différents. Il y en a, ils se lèvent, ils sont tout de suite réveillés et ils causent. Il y en a d'autres qui sont plus, comment dire, diesel, vieux diesel, hein, pour qui il faut un certain temps d'adaptation et pour qui le matin est un grand moment de face à face avec leur bol, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il faut rentrer en soi-même, rentrer dans sa journée. J'avais été gentiment invité ici, il y a à peu près un an, sur un cycle de conférences sur l'identité. Et on vit une époque nouvelle aujourd'hui où l'individu a l'obligation de se construire lui-même, ce qui explique cette angoisse identitaire. Chaque jour, il prend des options, comme je l'ai dit. Il opère des choix. Il est obligé d'opérer des choix. Il n'est plus dans la société cadré par des institutions qui traçaient le sens de la route, qui le structuraient, qui le portaient. Donc être une personne aujourd'hui, c'est un travail permanent, épuisant. Sauf quand on s'évade dans le sommeil et dans les rêves divers du sommeil. Mais le matin, il faut reconstruire tout le sens de son univers et de sa journée. Et donc là, si on ajoute la disponibilité à l'autre, ça fait beaucoup. Donc souvent, préférence pour l'individualisation, la déstructuration des repas, comme disent les spécialistes. Alors ça, c'est la tendance principale à travers le monde, mais pas la seule. Et je regarde mon heure qui tourne parce qu'il faut que j'arrive à l'essentiel de ce que je veux dire. C'est l'autre aspect. Plus cette tendance à l'individualisation se développe, plus se développe la tendance contraire. L'envie d'être ensemble, de partager, de construire du lien par le repas pris ensemble autour de la table. Dans presque toutes les familles, il y a souvent ce cri que l'on entend. À table, alors crier parfois avec amour, gentillesse, à table, ou alors des fois plus, bon je ne le ferai pas, mais plus violemment. Et tous les acteurs de la scène de ce petit théâtre vont arrêter leurs activités individuelles pour venir se mettre en cercle. Chacun a son rythme, là encore. Hein. Il y a celui qui est discipliné, et puis il y a le retardataire habituel qui va agacer les autres. Venir se mettre en cercle autour de la table. Et c'est une disposition assez étrange. On ne s'interroge pas assez sur les tables. Là, j'ai une table bureau. La table est un objet qui construit le lien social dans la société de notre époque, parce qu'on est dans une société de négociation. Et dans tout l'univers de travail, on voit se multiplier les tables. Mais il y a aussi la table des repas, la table des familles. Et je suis toujours un peu curieux, un petit peu de tout. Je me suis dit, mais d'où ça vient, ces tables? Comment ça s'est construit? Alors là encore, c'est très différent dans les différentes civilisations. Il y a des civilisations qui ont eu l'habitude de ne pas avoir de table haute, de manger sur le sol, ou avec des tables basses, etc. Mais l'histoire de la table reste en grande partie à faire, alors que celle de l'alimentation, on commence à la connaître assez bien. Et l'histoire de la table, c'est un vrai roman policier. C'est complètement étonnant. Alors, je n'ai pas le temps de trop détailler, mais quelques repères comme ça sur cette histoire extraordinaire, pleine de rebondissements.
Alors, d'abord, l'hypothèse qui est la mienne, qui reste à vérifier, mais que j'avance, la table haute, telle que nous la connaissons aujourd'hui dans les familles, sa première apparition, ce pourrait être l'autel de sacrifice dans les sociétés très anciennes sacrificielles. Qu'est-ce qui se passe dans ces sacrifices, sacrifices alimentaires, très souvent d'animaux, pas toujours, des légumes aussi, hein, mais très souvent d'animaux? Ça va être un moment de vie intense de la communauté, un moment de communion avec les dieux, et en même temps de la communion de la communauté avec elle-même. Et les dieux étant célestes pour la plupart, eh bien les offrandes étaient surélevées pour se rapprocher des dieux. Et puis, bon, c'est très commode dans ces sociétés parce que les dieux consommaient d'une manière un petit peu euphémique, c'est-à-dire que les denrées restaient là, restaient tout à fait disponibles. Donc ensuite, la communauté mangeait réellement ce qui, dans un premier temps, avait été mangé symboliquement par les dieux et communiait avec elle-même. Moment d'intensité extrêmement grand, et on pourrait d'une certaine manière tracer un fil entre ces premières sociétés et puis les petits groupes familiaux d'aujourd'hui, où on essaie de communier dans l'idéal familial autour de la table. Je dis bien on essaie, parce que ça ne se passe pas tout seul, je vais y revenir. Il y a beaucoup de tiraillements, notamment liés à l'individualisation de la société. Les enfants, les ados, etc., n'ont pas toujours envie d'être assis autour de la table et de subir ce qui est ressenti par eux comme une contrainte ou une discipline. On pourrait donc tracer un lien. Mais entre ces deux temps, les épisodes de l'histoire ont été extraordinairement différents. Il y a le Moyen-Âge, par exemple, où les repas perdent leur boussole. Je parle ici surtout des grands repas à la cour des seigneurs, des repas d'apparat, parce que dans la masse de la population, l'alimentation est très réduite et il n'y a plus de table. Très souvent, dans les chaumières paysannes, on mange assis au coin de l'âtre, vite fait, son bol de soupe ou sa tranche de pain, souvent en se tournant le dos d'ailleurs, parce que quand on est assis le dos à la cheminée, c'est pas un grand moment de partage. Mais dans la cour des seigneurs, à la cour des seigneurs, il va se passer beaucoup de choses. La table va devenir un enjeu de distinction sociale pour obtenir des positions près du Seigneur. Et ça, c'est Norbert Elias qui l'a magnifiquement analysé à travers l'étude des manuels de savoir-vivre qui commencent à cette époque au XVIe, qui commencent au XIIIe, XIIe, XIIIe siècle, j'ai envie de vous citer un petit extrait, qui est cité d'ailleurs par Norbert Elias, un extrait de manuel de savoir-vivre du XIIIe siècle, justement. Il ne faut jamais boire dans la soupière, mais se servir d'une cuillère, apparition d'un nouvel instrument donc, c'est plus convenable. Celui qui se penche sur la soupière et malproprement il laisse couler sa bave comme un cochon, ferait mieux d'aller rejoindre les autres bestiaux. Vous ne devez pas vous curer les dents avec votre couteau, ni ronger un os et le remettre dans le plat, ou vous moucher dans la nappe. La nappe, en fait, est réservée à un autre usage et elle sert à essuyer les doigts graisseux. Parce que jusque-là, on essuyait ses doigts dans les cheveux. Bon, pour les chauves, c'était pas très commode. Bon, il reste la moustache, mais bon, c'est plus limité. Il ne faut pas cracher sur la table, il ne faut pas non plus se moucher dans les doigts, qu'on plonge dans le plat commun, etc. Nous revenons de loin, Et il y a de magnifiques films où on voit des reconstitutions historiques, où on voit que les gens mangent un peu grossièrement, mais on est encore très très loin de la réalité, extrêmement loin. Donc il y avait du travail. Et Elias retrace un petit peu toute l'histoire d'Emmanuel, et au XVe, XVIe siècle, on retrouve souvent des conseils qui sont encore très proches. Ça veut dire que l'évolution est quand même très très lente. Mais ceux qui vont faire acte des meilleures manières de table
vont ainsi montrer leurs compétences, leur raffinement et occuper des positions sociales. Donc la table est un enjeu de lutte sociale, véritablement, dans la société. Et puis, cette table enjeu de lutte sociale disparaît un petit peu. La lutte sociale trouve d'autres terrains d'affrontement. Et l'histoire lègue d'une certaine manière ces manuels de savoir-vivre au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Époque de la première modernité où l'édifice social bien structuré commence à se mettre en mouvement et toute une série de chercheurs d'idéologie, de penseurs d'idéologies très différentes commencent à s'interroger sur ce bouleversement, ces craquellements de la société et se posent la question de comment reconstruire un ordre social, et pas seulement dans la droite, je dirais, même au niveau des penseurs de gauche, il y a cette idée de comment redonner du sens et un certain ordre à la société. Et l'idée qui vient, c'est qu'il faudrait s'appuyer sur là je mets des guillemets, et beaucoup de guillemets, la cellule de base de la société, qui est censée être la famille, pour restructurer un petit peu l'ordre social. Et nouvelle idée qui se développe, cette cellule de base, cette famille, eh bien pourquoi ne pas utiliser ces manuels de savoir-vivre hérités de quelques siècles de la cour des seigneurs, donc, pour créer une discipline des corps très rigide, autour de la table en face à face. Ça, c'est le 19e siècle, hein, parce qu'au Moyen-Âge, la table n'est pas en face à face, on est face à un spectacle dans les châteaux. La table en face à face, c'est très récent, c'est le 19e siècle, où les convives vont se mettre en cercle et être construits dans une certaine rigidité des corps, et un code de la conversation très construit, très pauvre aussi. On ne doit pas exprimer ses émotions. Les enfants n'ont pas le droit à la parole ou doivent demander l'autorisation avant de parler. Le système de geste est d'un pointillisme extrême et demande une très grande habileté. Hein, peler une pomme sans la toucher avec ses doigts, et puis ça demande des connaissances très pointues, mais ne pas couper le pain avec un couteau. Alors tout ça, c'est des conventions. C'est des conventions complètes, on pourrait faire complètement autrement. C'est la construction d'un code rigide qui, surtout centralement, dresse les corps. Tiens-toi droit, ça vient de là. Ah, ça vient de là parce qu'on était très droit, très rigide autour de la table. Et là, je vais très vite, j'arrive à la société d'aujourd'hui, parce que la société d'aujourd'hui, c'est en partie la suite de ça. Parce qu'on ne peut pas tout rejeter, ces bonnes manières de table bourgeoises du 19e siècle, parce que si on rejette tout, il n'y a plus de discipline qui structure le groupe. Mais en même temps, la quête, elle est exactement contraire. La quête, c'est le confort, le bien-être corporel, la souplesse des corps. Par exemple, on va des fois quitter la table haute qui est trop dure, trop rigide. Alors surtout la table de la salle à manger, celle-là, on n'en parle même pas, quoi. Pour aller vers une table basse, c'est des fauteuils un peu mous dans le salon. La place des enfants qui sont passés du dernier rôle au premier rôle. D'ailleurs, ils s'en passeraient bien de ce premier rôle, très très souvent. Et puis le code de la conversation. Alors là aussi, c'est tout le contraire. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Et d'une façon très confuse. J'ai des collègues suisses qui ont mené une enquête et qui ont essayé d'analyser les conversations de table. Et ils avaient branché leur magnétophone, qui était resté sur la table, et ils ont donc ramassé leurs matériaux, et ensuite ils ont essayé d'écouter et de décoder. Ils n'y comprenaient plus rien, quoi. Ils ne comprenaient plus rien parce qu'autour de la table, chacun se coupe. C'est plus le code des bonnes manières bourgeoises. On commence des phrases sans les finir. Il y a des intonations, il y a des gestes, etc. C'est donc à la fois une conversation très riche et extrêmement complexe.
Ceci dit, en même temps, il y a des codes. Il y a des codes qui reviennent très souvent. Il y a par exemple, il y a des questions rituelles. J'ai déjà dit que l'enfant, il se passerait bien d'être le premier rôle autour de la table, mais il est mis en situation de jouer souvent ce premier rôle, ce qui témoigne de sa place. Hein. La table parle, elle décrit l'état exact du lien social dans une famille. Et la place de l'enfant, il est bien décrit par la place qu'il occupe à table. Et par exemple, quand il arrive en semaine et qu'il s'assied autour de la table, souvent la première question qu'il va entendre, il sait bien que ça va lui arriver cette question, c'est comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui, quoi. Et ça, il s'en passerait bien de cette question-là, sauf s'il est vraiment le premier de la classe. Et d'ailleurs, la question, elle est toujours posée avec gentillesse. C'est pour savoir, et c'est pour établir le lien. Mais je l'ai dit, cette sacrée table, elle ressemble aux tables de négociation dans la société d'aujourd'hui. Et la famille est devenue un lieu où on négocie sans cesse, où on construit le lien en négociant. Donc c'est trop tentant, quand on est assis en face à face, les yeux dans les yeux, de manière rapprochée, pour une durée quand même assez longue, de ne pas négocier et de ne pas mettre sur la table les sujets qui fâchent un petit peu. Donc l'enfant commence avec prudence à raconter 2 ou 3 petites choses sur sa journée d'école, et puis là, il a le malheur de dire quelque chose qui peut renvoyer à son insuffisance de travail ou à sa discipline dans l'école, etc. Et aussitôt, la machine s'emballe. « Ah, je te l'avais dit, etc. Etc. » Alors là, les convives ont tout un attirail pour justement essayer, par exemple, de casser ce ton de la négociation par l'humour, par exemple. Par l'humour. Alors ça, c'est souvent le mari qui a envie d'être tranquille à table, hein, et qui, lui, n'est pas prêt à rentrer trop fort dans la négociation avec l'enfant, donc qui va des fois s'allier aux enfants pour jouer sur l'humour et casser le cadre de négociation qui s'installe. Alors là, agacement extrêmement fort du côté féminin. Alors, autres codes de conversation, c'est le récit de journée, non pas de l'enfant, mais le récit de journée des adultes. Alors ça aussi, c'est très fréquent. Donc chacun raconte sa journée, et dans ces récits, il y a très souvent une figure caractéristique, celle d'un méchant ou d'une méchante sur le lieu de travail, qui a encore fait ceci, qui a encore fait cela, comme depuis 5 ans, comme depuis 10 ans. Et la tablée compatit et joue son rôle de soutien thérapeutique, joue son rôle de soutien thérapeutique à la condition que la demande ne soit pas exagérée. Si c'est trop récurrent et si c'est trop fort, la tablée ne va plus suivre, parce qu'on est là pour un moment quand même de bien-être et de plaisir. Il n'y a pas que la conversation à table. La table est un mélange de sensations, de sentiments, de paroles. Et il y a ce mélange aussi des plaisirs, dont les plaisirs du ventre, tout simplement. On calme l'appétit. C'est donc un moment de plaisir déjà basique sur cet aspect-là. Et de plaisir partagé. On est très proche pour partager ces sensations très intimes, extrêmement intimes, très charnelles. Et l'on développe une petite conversation à propos de ces sensations. Et cette conversation qui apparaît banale, parler de ce que l'on mange, n'est pas banale du tout. Elle construit la famille au cœur de l'intimité, justement. Les sensations que l'on éprouve à propos de tel plat font référence, par exemple, à un passé. Un passé proche, parfois, le plat a été fait d'une autre manière, plus cuit, moins cuit, différent. On avait eu des sensations un peu différentes. On peut parler de l'avenir, l'idée de faire ce plat pour une réception dans un autre moment. Donc là, on construit la famille. Et puis, on voyait aussi un plus lointain passé. Tel plat familial va évoquer une personne
une tarte va évoquer une grand-tante, une grand-mère que l'on avait oublié un peu dans la conversation, et des scènes reviennent. Et là, on construit la famille au cœur, avec en même temps des sensations, des paroles, des images, tous ensemble autour de la table. Alors là, je dessine un tableau un peu idéal, et ça, c'est souvent le rêve. Construire ces moments, comme je disais tout à l'heure, de communion avec cette nouvelle croyance d'aujourd'hui qu'est la famille en elle-même. Croire à soi, au groupe et à son système culturel que l'on construit sans cesse. La culture commune de la famille, que l'on construit notamment par la conversation autour de la table. Par exemple, très souvent autour de la table, autre code fréquent, on va critiquer les amis et la famille. Donc ça, c'est absolument nécessaire, c'est très important, parce que si eux qui sont d'autres nous-mêmes, très proches de nous, qu'on aime bien d'ailleurs, mais font si mal pour passer leurs vacances, n'importe quoi, la plage, mais quand même franchement ridicule, ou élever leurs enfants, c'est que nous-mêmes, nous avons un système commun qui nous construit. Alors là, je suis encore un peu dans l'idéal, mais il n'y a pas que ça. Hein. Comme je disais, la table, c'est une intimité rapprochée, et ça peut provoquer le meilleur comme le pire. Ça peut provoquer parfois des éclats, des fuites individuelles, notamment de la part des enfants, des adolescents. J'ai parlé d'Amandine avec ses deux grands qui sont devant la télé, elle a abandonné. Des fois, dans les familles, il y a un moment de lutte. Tu vas venir à table. Une fois à table, est-ce qu'il mange, il participe au plat collectif, où il va prendre son plat dans le frigo, etc. Là, il y a un autre niveau de lutte. Donc, dans beaucoup de familles, il y a eu une période de la lutte complètement éprouvante, et qui, des fois, en partie, a échoué. Et puis après, il y a le laisser-aller qui, finalement, est un peu reposant. Puis on se rend compte qu'on n'en meurt pas quand même, et que le lien social reste là malgré tout, même si chacun est un peu dans son système, chacun est un petit peu dans son système alimentaire. Donc, autour de la table, il n'y a pas que du bonheur. Il y a des éclats, il y a des fuites individuelles, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des agacements dans cette confrontation rapprochée entre des manières de faire qui restent différentes. C'est là que l'on découvre des fois, après 10 ans, après 20 ans de vie commune, que l'autre est différent et qu'il reste différent. Qu'on a beau dire, qu'on a beau faire, qu'il a des manières inscrites dans une histoire profonde en lui-même. Je pense à ce futur livre. Je voulais juste un petit extrait. C'est par exemple ces mélodies. Elle est très agacée par son mari. Je leur ai demandé de choisir leur pseudonyme eux-mêmes. Donc Mélodie s'est appelée Mélodie, et son mari, elle l'a appelé Il, en majuscule, mais Il quand même. Bon, chacun son choix, hein, pas de problème. Donc elle est très agacée par ses manières de table. Elle reconnaît BCBG quand même, hein, et reconnaît même des fois que peut-être que c'est trop. Mais alors par contre, Il... À table, il sauce son assiette systématiquement après avoir fini son plat, trempe son pain, éponge méthodiquement chaque recoin et réessuie consciencieusement la moindre trace, puis avale goulûment le morceau mouillé. Il me donne l'impression de passer la serpillière, quoi. Et Mélodie, l'agacement est tel qu'elle ne gère cet agacement. Alors il y a toute une série de techniques pour gérer l'agacement. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est mon futur livre, mais dans ces techniques, il y a la thérapie corporelle, faire du mouvement. Alors elle, c'est la vaisselle dans la cuisine. Alors, elle cogne les casseroles extrêmement fort, elle vide un petit peu l'émotion, puis en même temps, elle a détourné le regard de la scène de l'agacement. Mais il y a une autre tactique qui utilise le corps, mais qui est complètement opposée, parce que cette tactique-là, c'est un combat contre soi-même, pour revenir dans la socialisation conjugale. Et l'autre tactique consiste au contraire, par le mouvement du corps, à affronter l'adversaire. Et là, par exemple, elle reste dans la salle, mais elle claque les assiettes très fort devant son nez, quoi, hein. Elle hésite souvent entre les deux tactiques. Ça dépend des réactions de Il, mais quand elle l'agresse un petit peu, Il se défend et dit « Pour moi, la vie de couple, c'est pour être bien. Et moi, un grand moment de bonheur, c'est quand je sauce. Hein. Le couple est
l'endroit où au moins on peut se déprendre du regard de surveillance permanent de la société, où on peut un peu se laisser aller. Alors pour lui, c'est un drame, les repas, parce qu'il sent le regard, il entend le claquement des assiettes de Mélodie. Donc il n'y a pas que du bonheur autour de la table. Il y a des éclats, il y a même des... On casse des fois aussi les assiettes. Alors, je croyais que c'était une image d'Épinal, moi, le fait que scène de ménage pouvait se traduire par des assiettes cassées. Alors, il n'y a pas des assiettes cassées tous les 5 minutes dans les familles. Mais ça existe parce que c'est un lieu de confrontation qui peut provoquer les éclats. Et là, le premier objet qu'on a sous la main, eh bien, ça peut être les assiettes ou d'autres ustensiles. Et donc, il vaut mieux ça de toute façon que frapper l'adversaire, enfin l'adversaire entre guillemets, d'une certaine manière. Mais au cœur de l'agacement, c'est quand même un petit peu l'adversaire. Alors, il y aurait tant à dire sur les repas. Il est 7h15, je veux laisser du temps au débat. Donc je vais choisir, je suis à ma première page, donc je vais choisir juste quelques petits éléments. On pourrait parler du cycle de la vie conjugale et familiale, parce qu'à chaque moment, la table va être différente et la table va parler. Il y a au tout début le face-à-face amoureux, les petites chandelles, la musique. C'est un moment extrêmement important parce que le couple commence à s'installer dans sa vie quotidienne avec un peu de surprise. Il y a souvent un charme désuet de ces premiers gestes ménagers. On ne se rend pas compte que plus tard, le charme désuet va un petit peu disparaître. Un charme désuet des premières petites routines. Mais en même temps, il y a l'envie de vibrer, de continuer à vibrer. Donc, on va faire des repas où on va essayer de créer un moment, de créer une vibration, un événement. Donc on va se mettre dans sa bulle avec des petites lumières, de la musique, plus l'aide des fois de certaines substances aussi. Bon, alors là... Je suis désolé, j'ai dit, mon livre n'est pas sanitairement correct. J'aurais pu l'appeler le petit apéro, quoi. C'est incroyable le nombre de petits apéros que j'ai pas repérés. Parce que bon, le petit apéro, c'est pas bon pour la santé. Hein, faut le dire, faut le souligner, je l'ai dit. Bon. Mais quand même, ça permet de décoller un petit peu, quoi, justement. Et on va le retrouver à certaines phases, à plusieurs phases du cycle de vie, comme ça, pour essayer de décoller de la routine. Le plus dur dans la vie familiale d'aujourd'hui, c'est le couple. On rêve d'amour, on rêve de couple, mais quand le couple s'installe, avant que les enfants n'arrivent, le face-à-face conjugal, la disponibilité à l'autre n'est pas si facile que ça à gérer. Et parfois, ça se traduit dans une sorte de petit malaise, notamment dans des silences envahissants. Il n'y a rien de pire qu'une table de la Saint-Valentin alignée avec d'autres tables à chandelles où on n'a pas grand-chose à se dire, quoi, hein. Là, ça peut être terrible. Écoutez Canel, là, c'est pas une table de la Saint-Valentin, c'est la table ordinaire. Ils vivent que seulement depuis 1 à 2 ans en couple. Elle parle des silences. 10 secondes, ça va. Alors que, je m'excuse, je coupe encore, je fais toujours des apartés. Autrefois, on mangeait en silence, lentement, dans les campagnes. Ça posait absolument pas problème. Mais aujourd'hui, ça pose problème. 10 secondes, ça va. Faut bien manger aussi. Mais 1 minute, tout de suite, tu te sens très mal. Faut trouver tout de suite n'importe quoi à dire. Et des fois, c'est vraiment n'importe quoi. T'as la vieille formule « un ange passe » que tu dis en rigolant. C'est pas malin, en fait. Parce que si après avoir dit ça, il y a un deuxième ange qui passe, tu te sens encore plus mal. Là, c'est la cata. Tu te retrouves comme 2 cons. Je m'excuse de la vulgarité, mais s'exprime comme ça, donc je respecte son expression. Tu te retrouves comme 2 cons quand il y a un silence qui tombe. Tu te dis, on n'est pas des petits vieux quand même. Tu te vois à table comme 2 petits vieux. Tu te creuses pour trouver une connerie à dire. Blablabla. Bla, bla. Ça ne vous arrivait pas, ce truc-là. C'est à se demander si on n'en rajoute pas dans la fiesta pour ça.
on boit de l'eau toute la semaine, mais le samedi, là, il y a la dose, purée. Là, pas de problème, ça décolle, ça tchatchadonf. Je ne sais pas s'il y a des silences, mais on s'en aperçoit pas le samedi soir. Donc là, j'en suis au tout premier stade, et la délivrance du couple, ça va être l'idée eureka des enfants. Les enfants, le couple parental délivre du face-à-face conjugal, tout est médiatisé par l'enfant, on devient la petite entreprise autour de l'enfant. Et l'arrivée de l'enfant va complètement changer le système de la table, alors que là, elle était plutôt basse, les horaires incertains. Tout va se régulariser, même du point de vue alimentaire. Alors qu'on était jeune, écolo et tout ça, on ne faisait pas beaucoup de légumes verts, parce que les légumes verts, compliqués, de la terre, la cuisson, tout le bazar. Et là, pour les 150 grammes de la purée de bébé, on va aller chercher la carotte bio, et le poireau bio, etc. On va mettre en place le système véritablement plus discipliné avec les horaires. La famille va se construire autour de la table et autour de bébé, au centre de la table dès que bébé commence à manger comme les adultes. Et on va parler bébé autour de bébé. Puis bébé grandit et très vite il commence à construire son autonomie. Du point de vue alimentaire, avec d'ailleurs plein d'espaces qui ont l'air de rien. Le tiroir à bonbons dans la chambre, etc. Ça se construit comme cela. Et puis, l'aspiration à des moments, des aliments qui soient personnels. Et là, la petite guerre commence avec à nouveau l'incertitude. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Est-ce qu'il faut maintenir le collectif, la dynamique collective? Ou bien est-ce qu'il faut laisser s'exprimer l'autonomie individuelle? Et souvent, il y a un grand désarroi et des grands zigzags, énormément de zigzags entre des options à un moment et puis d'autres options à d'autres moments. Et chaque famille, alors là j'ai été surpris de voir à quel point chaque famille construit ses petits rituels aujourd'hui. L'important c'est de ritualiser, d'avoir des repères. Il y a par exemple, j'ai une famille que je cite, c'est une famille très BCBG elle aussi, parisienne, et elle a son repas McDo du dimanche midi, mais McDo à la maison et pas n'importe comment, quoi. C'est-à-dire que c'est incroyable, mais les enfants mangent les frites avec les doigts, mais ils ne se servent pas à boire eux-mêmes. Ils doivent demander la permission pour qu'on leur serve à boire. Donc il y a un mélange extrêmement complexe, mais précis. C'est le dimanche, et c'est un bonheur pour les enfants, c'est le dimanche McDo de cette famille. Et puis, les enfants construisent leur propre autonomie et vont commencer, alors, ils vont faire leurs premières expériences culinaires. Alors là, ils révolutionnent la terre entière. J'ai, par exemple, chips à la bolognaise, ou spaghetti Nutella, etc. Et d'ailleurs, dès qu'ils font ça, ils disent « c'était vachement bon », mais ils ne refont pas une deuxième fois quand même. Ils découvrent d'une certaine manière. Puis le deuxième stade, c'est comment dire, c'est l'inventivité facile. C'est le jeune qui commence déjà à s'installer. Alors lui, son système culinaire, c'est souvent d'avoir une base. Par exemple, c'est filet de poulet, quoi. Filet de poulet à toutes les sauces, quoi. Et là-dessus, on rajoute les épices. Et chaque épice, c'est comme dans les jeux vidéo, ça crée un univers. Hop, Mexique, l'Inde, etc. La cuisine est magique d'une certaine manière. Et les premiers repas sont complètement déconstruits avec les copains, on va manger à n'importe quelle heure. Sur la moquette, c'est la liberté, c'est la légèreté de l'être. Mais en même temps, quand on revient chez papa et maman et qu'on s'installe à sa place, à la table, il y a quand même comme un petit bonheur de retrouver ces repères-là et tous les goûts en forme de 1000 petites madeleines qui fait qu'on retrouve les repères familiaux et le plaisir d'une certaine manière de redevenir un petit peu enfant. Et pour le couple des parents, commence une vie en 2 temps. La tablée du retour. Alors dans certaines familles, il y a trop de retours, avec des tables trop nombreuses, bruyantes, exigeantes. Dans d'autres familles, il n'y a pas assez véritablement de retour. Et le départ des enfants,
Alors le départ des enfants, surtout si c'est proche de la retraite du mari, on n'avait pas pensé à ça. On découvre le retour du couple. Le couple épisode 2, renforcement du face-à-face. Surtout à table. Très long un repas. Extrêmement long. Alors là, le silence, il crée le sérieux malaise. Heureusement, la télévision nous délivre. La télévision nous délivre. Et souvent, il ne faut pas dire la télévision c'est mal. Il faut voir comment elle est utilisée. Très souvent, elle n'est pas si mal que ça utilisée. C'est-à-dire que la télévision devient une manière, elle est une invitée qui permet d'alimenter la conversation. On va commenter, même un jeu télévisé, on va être pour tel candidat et contre tel autre. Être pour tel candidat, ça veut dire qu'on se reconnaît dans certaines de ses valeurs et contre l'autre, etc. Ça, c'est le premier niveau plutôt positif de la bonne utilisation de la télévision. Mais la télévision est une invitée qui n'a qu'une idée, c'est d'engloutir la famille, de dévorer le lien social. Elle commence gentiment par alimenter un peu la conversation et puis elle développe son emprise. Et ça, on le voit à un certain nombre d'indices. C'est la position des chaises. Est-ce que les chaises quittent le face-à-face et se retournent vers l'étrange lucarne ? C'est l'intensité du volume sonore. Et quand le volume sonore a monté et que les chaises sont tournées vers la lucarne, même quand les enfants reviennent, bien la télé continue parce que l'habitude est prise et elle est extrêmement forte. Et puis, il y a des tas d'autres repas. Il y a les repas de la grande famille, les repas de Noël. Mais il me reste peu de temps, donc je dois choisir. Je terminerai peut-être par un exemple de repas particulier, parce qu'il y a plein de repas particuliers. Il y a les repas avec les amis aussi, si vous voulez, on pourra en parler dans le débat. Mais là, je voudrais terminer sur un cas un petit peu particulier qui, à nouveau, parle. Ce sont les repas de présentation du nouveau copain ou de la nouvelle copine du fils ou de la fille de la famille. Alors on va dire, les repas de présentation, c'était autrefois, ça n'existe plus aujourd'hui. Oh que si. Oh que si, ça existe. Alors au début, on dit, oh, bah, oui, non, on fera comme ça un petit truc rapide, amène-le, ça sera sympathique, on va manger ensemble. Le repas, le moment de la table, construit la famille. Et cette personne que l'on ne connaît pas encore va arriver dans la nouvelle famille. Il va être introduit très vite. Et le lien social va se construire avec une rapidité, mais d'une certaine manière, et ce n'est pas écrit à l'avance. Il y a donc des enjeux tout à fait considérables sur la manière dont le repas va se dérouler. Et les parents invitants le sentent très bien. Et d'un seul coup, ils commencent à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis ils en font trop, très souvent, quoi, hein. Et, ils mettent les petits plats dans les grands. Je n'ai oublié son nom d'une mère de famille, sa grande spécialité, c'était le bœuf mironton. C'était l'été, il faisait 40 degrés. Donc elle a fait le bœuf quand même. C'était pas très extrêmement réussi. Et puis ils ont peur d'être évalués. Mais c'est pas eux les plus angoissés. Le plus angoissé, c'est celui qui va être introduit dans la famille. Il sent bien qu'il va être jugé, qu'il va être interrogé. Donc le fils ou le fille de la famille commence à le briefer. Tu sais, tu détestes le foot, mais mon père, le foot, puis fais attention parce que lui, c'est PSG, hein, c'est pas Marseille. Donc c'est presque avec les fiches, quoi, hein. Il y a la formation tout à fait intensive. Et le moment arrive. Et l'angoisse monte très fort. Alors j'ai envie de prendre l'exemple de... alors il va être interrogé, les parents ont conscience qu'il ne faut pas interroger. Il y a plein de sujets tabous. Par exemple, il ne faut pas interroger sur le futur métier du promis, parce que ça voudrait dire qu'on est, on est interrogatif et on est prêt à avoir un esprit critique. Et il y a un jeune qui, en particulier, lui, il est dans une position contraire parce qu'il fait des études artistiques. Et il veut défendre son choix. Et il sent bien que dans la belle famille, ça ne va pas trop plaire, cette histoire-là. Donc lui, il essaie d'attaquer le sujet. Et à chaque fois, il y a le père de famille qui s'adresse à sa femme et qui lui dit « Tiens, donne-lui du poulet hein, !» Et dernier cas que je vais citer, c'est Benjamin et Pauline. Alors jusque-là,
ils vivaient bien ensemble tous les deux. Et au moment où approche le repas de présentation, Pauline se rend compte quand même que l'abîme culturel est très grand entre les deux familles. Benjamin est d'origine modeste et il est un peu comme il à table, je dirais. C'est un moment de convivialité très franche. Il a notamment une utilisation extrêmement libre de son couteau. Alors que dans la famille de Pauline, le couteau doit suivre certaines règles très précises. Et notamment par rapport au fromage, Benjamin a l'habitude de couper le morceau de fromage sur la table et de le mettre directement à sa bouche, et il adore ça. Donc d'un seul coup, Pauline est prise d'angoisse, et voilà ce qu'elle dit. Je lui en ai reparlé, on s'est engueulé, je lui en ai reparlé. On s'est encore engueulé. Je lui ai vite dit que ça ne se faisait pas trop, en tout cas pas chez mes parents, et surtout chez ma grand-mère, parce qu'elle est très à cheval là-dessus. C'était pour son bien, pour qu'il ne soit pas catalogué, que ce ne soit pas un mauvais départ pour lui dans l'intégration. Sous-entendu, dans l'intégration dans ma famille, quand même, quoi. Il a pris ça comme une attaque personnelle, directe, avec tout ce que cela comporte, son éducation, donc ses parents. Et il arrive un peu remonté au repas. Et de façon délibérée ou pas, je ne sais pas, au moment du fromage, il met le couteau dans le plat et directement à la bouche. Les parents font ceux qui n'ont rien vu. Mais Pauline, non. Elle se fâche, elle se lève, et elle lui demande de se rectifier sur le champ. Et là, ça va se jouer. De quel côté, de quelle famille? Parce qu'on va pencher d'une famille, du côté d'une famille ou du côté de l'autre. Et ça, dans toutes les familles. Ou alors, il peut y avoir une issue encore moins heureuse, parce que cette histoire peut laisser des traces. Et en l'occurrence, Benjamin, la mort dans l'âme, cède et se repentit. Et ils ont pris une option extrêmement forte. Et dès le deuxième repas, c'est là que c'est plus étrange, dans cette famille que l'on ne connaît pas, on a la surprise, le nouveau venu a la surprise de s'installer à la même place. Déjà, la place s'est inscrite autour de la table. Il a une place autour de la table et une place dans la famille. Une grande partie s'est jouée autour d'un repas. Ce qui se passe autour des repas, là, ce n'est pas un repas ordinaire, hein, bien sûr, c'est un repas un peu exceptionnel, mais qu'il s'agisse de repas exceptionnels ou de repas plus ordinaires, ce qui passe autour d'une table est toujours extrêmement important. Donc, je laisse le temps pour le débat, pour les questions ou les témoignages sur ces tables ou sur un aspect que je n'ai pas eu le temps de développer, qui est également dans le livre, qui est la cuisine. La préparation de ce moment important, ou cet autre aspect des hommes en cuisine, où il y a également beaucoup à dire. Donc, sur tous les aspects, alimentation, repas ou cuisine, la parole est à vous.